En exclusivité dans Apéro et Histoire, Zekaria de la chaîne Mamie Twink. On va parler druide, C'était un truc de fou. YouTube, Elle avait fait 200 000 vues, on était ravis. Et elle avait rapporté 1,40$, je crois, quelque chose comme ça. méthode de travail, Et on aimait bien se retrouver au bar. décoration, Donc c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, j'ai vraiment un petit buste de Churchill sur mon bureau. et bien sûr, on va jouer. Et je dirais Non, pas. je te faisais oui. Ah non, ça compte. Avec les copains, l'histoire trouve toujours un chemin, métal curieux, musique antique, et l'histoire nous le dira. C'est parti. Zekaria, bonjour. Salut. Je suis très content de te recevoir sur ma chaîne. Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Alors, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas Mamie Twink. Donc, c'est une chaîne qui a été créée en 2009 par Florian. Elle était alors dédiée à l'univers de World of Warcraft. WoW. En 2013, tu intègres la chaîne. Vous dépassez les 100 000 abonnés en 2016, il me semble. En 2017, vous décidez d'arrêter les vidéos de jeux vidéo justement, et vous vous lancez exclusivement sur des vidéos d'histoire et d'exploration. Tout à fait. Et vous avez dépassé le million d'abonnés début 2019 et actuellement vous êtes à 1,5 million. Félicitations. Comme quoi l'histoire ça fait envie. Bah, j'espère en tout cas qu'on arrive à transmettre notre passion à travers YouTube parce que c'est vraiment ça l'objectif de la chaîne. On revient sur tout ça tout à l'heure. Générique. Donc rebonjour Julien, donc on va revenir sur la chaîne YouTube, mais d'abord on va parler de toi. Tu es originaire de Metz, c'est ça? Alors j'habite à Metz, Ou pas? effectivement. T'habites à Metz? Je suis né dans le nord de la France, à côté de Dunkerque, D'accord. et j'ai grandi dans l'est de la France. Aujourd'hui, ouais, j'habite à Metz depuis une quinzaine d'années, donc on peut dire que je suis messin maintenant. Et comment était le petit Julien à l'école? Est-ce qu'il rêvait de quoi? Il voulait faire quoi? Le petit Julien à l'école, il était pas... Il avait pas de mauvaises notes, franchement. Bon, j'ai toujours eu des facilités à l'école, c'est quelque chose que j'ai toujours assez aimé. Ça fait vraiment très premier de la classe de dire ça, même si je suis très tête en l'air encore aujourd'hui, j'oublie énormément de choses et je marche pas mal à l'affect. C'est-à-dire que tu vois, les cours que j'aimais bien, j'étais vraiment à fond dedans, ça me faisait plaisir. Par contre, fallait pas me demander un truc sur un cours que j'aimais pas. Par exemple, SVT. Typiquement au lycée, je détestais ça et fallait pas me poser une question là-dessus. Et t'as passé un bac quoi? J'ai passé un bac scientifique à mon Ah ouais, examen pendant. Et si t'aimais pas la bio J'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé l'astuce, j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur et ça permettait d'enlever la SVT. D'accord. C'était la petite astuce à l'époque, surtout que sciences d'ingénieur ça permettait d'avoir des bonnes notes, c'était un gros coef et c'était très facile. Voilà, donc. Mais ouais, j'ai fait un bac scientifique avec mon meilleur pote, on était tous les deux dans la classe, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? On voulait faire littéraire parce qu'on était passionnés d'histoire, de littérature, ce genre de choses, donc voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, ouais, je suis issu d'un bac S. Et après j'ai fait des études d'informatique. Après t'es devenu développeur, c'est ça? T'as passé un master? C'est ça, alors j'ai fait un DUT, donc 2 ans d'informatique, ensuite une licence en informatique, et ensuite je suis reparti en première année, et là j'ai fait de la communication orientée projet numérique. Donc j'ai un DUT, une licence et un master en communication. T'as bien bossé, ouais. J'ai passé du temps sur les bancs de la fac. Et d'ailleurs, pour la petite blague, aujourd'hui je donne des cours à des étudiants de master à l'université. Ah, sympa. et tu arrives des fois déguisé, ou comme t'as passé ta soutenance déguisé en Malfurion, c'est-à-dire en druide, quoi, un elfe druide? Alors non, j'arrive pas à déguiser en cours, heureusement. Ceci dit, ouais, c'était une expérience de fou. Ah, c'est génial, ouais, je suis tombé sur la vidéo, là, pour préparer l'émission, je suis revenu dans l'historique de la chaîne. Ouais. C'est top, quoi. Ils ont bien joué le jeu, les profs, ils ont bien aimé. Ouais, bah c'était... alors, dans tout le jury, il y avait un seul prof qui était au courant que j'allais préparer une petite surprise. Les autres, je leur avais juste dit, dans le cadre de mon stage, parce que j'avais fait un stage donc, dans la boîte qu'on montait et qui est une boîte d'audiovisuel où on fait des vidéos sur YouTube. Donc je leur ai dit, dans le cadre de mon stage, ce sera filmé. Et ils ont dit, bon, bah voilà, c'est une boîte d'audiovisuel, pourquoi pas. Et ils savaient pas ce qui les attendait.
Et je te jure, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie parce que bon, la soutenance de stage de fin d'études, s'ils te disent non, t'as pas la moyenne, bah tu reviens l'année prochaine quoi. Donc c'est allez, ciao, bonsoir, à l'année prochaine. Et à la fin de la soutenance, je fais mes 20 minutes de présentation et à la fin, t'as 20 minutes de questions-réponses. Et t'as le directeur de la formation qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit Monsieur Aubray, vous avez pris des risques en venant déguisé. Et là, il met un énorme blanc et je te. Et là, t'es comme ça. J'avais la goutte de sueur ici. Et il me dit. C'était très audacieux et très intéressant. Et là, du coup, il commence à parler de façon un peu élogieuse. Donc j'étais rassuré. Et il m'a mis un coup de presse, je te jure. Tu m'étonnes. Très très longtemps. Alors j'ai une question, alors si tu as vu l'émission, il y a des copains qui posent des questions aux invités, donc j'ai des copains du label Hérodote, je fais toujours la pub, qui posent des questions aux invités, alors... Ah merde, non mais laisse tomber. Moi j'avais une question pour Mamie Twix, celle qui a inventé les Twix. Les Mamie Twix je les connais pas, donc bon, laisse tomber. Désolé, Voilà, c'était la petite blague. on doit vous la faire souvent quand même. Pas mal. Ouais, bon, on l'a fait pas mal. Donc, Mamie Twink, on a dû vous poser 50 000 fois la question, quand même. D'où est-ce que ça vient ? Mamie Twink, ça vient d'un pseudonyme qui était c'était le pseudo de Florian sur un jeu vidéo qui s'appelait World of Warcraft. Tu l'as dit au début. On jouait plus que de raison à ce jeu quand on était adolescent. On jouait vraiment beaucoup. C'était notre passion. Et Mamie Twink, c'était un personnage qui ressemblait à une grand-mère et qui était ce qu'on appelle Twink. Donc dans le jargon de World of Warcraft, c'est des personnages qui sont bas niveau, mais à qui tu vas donner un super équipement et du coup ils vont casser la gueule de tout le monde. Donc c'était une grand-mère qui cassait la gueule de tout le monde. Donc c'était Mamie Twink et c'est resté. Et c'est resté. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, c'est resté. Donc c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui c'est le nom de la chaîne, c'est le nom du projet, et puis ça reste aussi le pseudo de Florian évidemment. Et ça n'a pas empêché de marcher. Hein, non, c'est vrai. Donc sur Mamie Twink, vous êtes... Il y a Mamie Twink justement, c'est Florian. Il y a toi, il y a Florian qui est aussi réalisateur et qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa chaîne en parallèle. François, ouais, c'est ça. François. Et récemment, vous avez Julien qui a intégré l'équipe. C'est ça. Alors, on a, comme tu as dit, Florian qui est le fondateur de Mamie Twink. On a François qui est lui réalisateur, c'est lui qui fait toutes les magnifiques images au drone, c'est lui qui va donner la touche artistique, qui va des fois réaliser des plans, enfin voilà, les images d'insert de ouf, c'est aussi lui qui fait les montages, donc c'est vraiment, ça fait partie vraiment du cœur de la chaîne YouTube. Ensuite, tu as Julien qui nous a aussi rejoint parce qu'on avait besoin de plus de bras pour cadrer, pour... réaliser des vidéos, donc il est aussi là dans l'équipe. Et puis il y a aussi Mathias qui travaille avec moi, donc qui travaille sur les sites internet et qui maintenant du coup a rejoint le projet de la chaîne YouTube, mais plus donc vous êtes gestion... 3, 4, 5 du coup. C'est ça. Il y avait besoin. Sinon vous faisiez tous les trois quoi. L'écriture, les montages. C'est ça. Écriture, montage, cadrage. Tout, des recherches, enfin tout ce que tu veux. Sacré boulot, ouais. Voilà. Ouais, je t'avoue qu'il y a certains gros projets. Alors moi, je suis pas du tout dans... Je fais pas le montage, je m'occupe vraiment que de l'écriture et de la présentation des vidéos. D'accord. Mais je t'avoue que sur des gros projets, comme quand on est allé à Tchernobyl, François, il a passé des très longues journées, des très courtes nuits pendant la période de rush. Il m'étonne. Ça a duré une semaine, hein, le tournage ? Ouais, c'est ça. On était donc ça a duré une semaine. On était 4 jours à l'intérieur de la zone d'exclusion. Ouais, 4 jours à dérocher pour faire 50 minutes à peu près. Ouais, environ 1 heure. Et effectivement, il y avait vraiment de quoi faire. C'était notre plus grosse vidéo. Qui a fait parler de vous, malheureusement, pas forcément bien. J'ai vu sur certaines chaînes télé, mais ça. C'est vrai, ils ont pas trop compris le projet, mais bon, on leur en veut pas. Ils ont pas pigé, ouais. On leur en veut pas parce que nous, ça nous a permis de. En vrai, ça nous a fait une pub de fou parce que ça a fait parler tout le monde. Tout le monde nous en a parlé. On a eu un soutien incroyable de la part de la communauté, de la part des gens sur Internet qui, eux, du coup, avaient regardé le documentaire parce que j'imagine que les chroniqueurs l'avaient pas regardé. Donc voilà, on en ressort avec un truc positif parce qu'on en sort grandi. Et puis bon, voilà, c'est pas grave. Ça passe. Jusqu'en 2017, il y avait des jeux vidéo et en parallèle, vous aviez monté 2 nouveaux formats qui étaient Histoire de guerre et les explorations.
C'est ça. Et vous avez arrêté totalement, donc cette année-là, les jeux vidéo. Est-ce que c'était par lassitude? Est-ce que les jeux vidéo marchaient un petit peu moins bien? Est-ce que WoW marchait un petit peu moins bien? Ou vous aviez envie de changer d'air tout simplement? Je pense que les jeux vidéo marchaient pas moins bien. Au contraire, hein, à l'époque, on a fait de moins en moins de jeux et on a arrêté le gaming. C'était une extension d'eau où ça marchait vraiment bien. Ouais. Mais c'était plus un côté personnel parce que, comme on est parti du principe qu'on faisait ce qu'on voulait sur YouTube et qu'on avait envie de partager ce qu'on aimait, ça reflète un peu. On va dire que l'activité sur YouTube, elle reflète un peu ce qu'on fait dans la vraie vie. Effectivement, on jouait beaucoup moins qu'avant. Et ce qu'on adorait faire avec Florian et François, c'était aller se balader dans les forts autour de Metz, parce qu'il faut savoir que Metz, c'est une ville du coup qui a une histoire militaire qui est très très importante, qui a un sacré passé, surtout au XXe siècle. Et les 3 dernières guerres. Voilà, fin 19e aussi. Et donc il y a énormément de fortifications autour de la ville qui aujourd'hui sont à l'abandon. Et nous, notre plaisir, c'était d'aller, de prendre nos jambes, de partir jusque là-bas. Donc il y a quoi? Il y a 1h30 de marche, quelque chose comme ça. Et on arrive au milieu de la forêt où tu as des bâtiments qui sont littéralement engloutis dans la végétation, des immenses, des blocos, des forts de l'époque, donc 1870. Enfin, c'est assez passionnant. Et en fait, on prenait vraiment plaisir à aller là-bas. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas le partager sur la chaîne, faire une vidéo, une exploration de ces forts autour de Metz. Et à la base, ça devait être un hors-série. François a dégoté un petit dispositif de caméra déportée pour filmer Florian. Ouais. On a tourné une première fois une visite des forts où on était 2, donc Florian et moi. Le seul problème, c'est qu'on se parlait tout le temps, donc ça faisait pas peur. Donc on s'est dit, ça fait pas peur, c'est peut-être moins intéressant, les gens vont moins accrocher. On a refait une prise où Florian était seul. Et il était vraiment seul. Ça fait plus immersif, ouais. Voilà, exactement. Et là, il a vraiment flippé. François a fait la blague du faux la cadavre. fameuse blague. Qui a fait vraiment très très peur à Florian. Il était vraiment pas bien. Mais voilà, ça a beaucoup fait rire, ça a beaucoup fait réagir. La vidéo s'appelle la plus grande peur de ma vie. Je pense que c'est pas un titre putaclic. Genre, Florian a vraiment vraiment flippé parce qu'en fait, dans ce fort, on s'était toujours créé une petite... c'est une petite mise en scène dans notre tête. On se disait, c'est pas possible, il y a des trucs qui bougent. Des fois, il y avait des objets qui avaient changé de place et tout. On se disait, il doit y avoir quelqu'un qui vit là. Et on imaginait qu'il y avait un fou qui vivait dans les forts. Et donc là, ça collait parfaitement. Il a imaginé que c'était le fou qui s'était fait assassiner. Donc, ouais, vraiment gros flip. Et à la base, ça devait être un hors-série. Les gens ont apprécié la visite. Ils ont bien aimé notre angle un peu d'exploration et orienté histoire. Et donc, ça s'est poursuivi avec de plus en plus de lieux. Et puis les histoires de guerre, c'était donc deuxième concept de la chaîne aujourd'hui. C'est parce que pareil, on aimait bien se retrouver au bar, autour d'une bière, on prenait l'apéro et on discutait. Et souvent on se racontait des anecdotes et on se disait j'ai vu un truc sur ce soldat qui s'est rendu 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un truc de dingue. Et puis un jour on s'est dit pareil, pourquoi pas le raconter, l'écrire. Un peu à la manière du documentaire Apocalypse, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est pour moi un des meilleurs documentaires Seconde Guerre mondiale. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de faire un truc similaire sur la chaîne, voir si ça plaira. Et effectivement, ça a beaucoup plu et nous, c'est quelque chose qu'on adore faire. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ces deux formats-là qui portent la chaîne YouTube Mamie Twink. Et François, lui qui est passionné de survie, de nature, qui d'ailleurs au moment où je vous parle est dans je ne sais quelle forêt en train de dormir à la belle étoile. Et d'allumer des feux à la nuit. Voilà, c'est ça. François, lui, a toujours voulu partager ses aventures sur sa chaîne YouTube perso. Donc on s'est dit, pourquoi pas avoir aussi cette chaîne qui est plus orientée aventure, plus orientée survie, nature, mais qui finalement vient bien compléter Mamie Twink parce que on se rapproche un peu des explorations et puis François reste, c'est un membre du trio, donc ça colle super bien. Et donc aujourd'hui, on a ces deux chaînes et puis ces émissions sur Mamie Twink. Ça fait du boulot. Alors, une nouvelle question, c'est Robin de l'Histoire trouve toujours un chemin. J'adore son nom de chaîne. J'avoue. Alors moi c'est Robin de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin. Et justement, je voulais te demander comment l'histoire a trouvé un chemin jusqu'à toi. Depuis quand est-ce que ça t'intéresse? Et puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût de cette super discipline? Voilà, merci pour ta réponse et à plus. Écoute, merci Robin pour la question. Bon, j'ai commencé un petit peu à y répondre, mais l'histoire, elle est venue à moi et venue à nous en général par, je pense, plusieurs facteurs. Et le principal, c'est
là où on habite, on est dans l'est de la France, on est à Metz. C'est une ville, c'est une région qui a été pas mal affectée par les 3 derniers conflits franco-allemands / franco-prussiens. Et en fait, d'avoir cet environnement, et puis aussi Metz, c'est une ville quand même qui est trimillénaire, donc tu as des vieilles pierres, tu as des places qui sont très anciennes. Ça donne envie d'en savoir plus. Je pense que ça donne un petit peu un terreau propice à la passion de l'histoire, parce que ça permet de voir le monde sous un autre angle, je pense en tout cas. Et je sais que Florian a toujours été passionné d'histoire depuis très longtemps. Moi, j'aime vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est les conflits du XXe siècle. Assez naturellement, parce que ils sont très proches de nous. Il y a des gens qui sont peut-être des proches, des arrière-grands-parents qui en ont fait partie, qui ont été là-dedans. Donc c'est une histoire qu'on raconte, mais qui est pas si loin, et qui en fait, le monde d'aujourd'hui découle complètement de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc c'est super intéressant, ça donne des clés de compréhension pour le monde moderne. Et puis, ça pose aussi des questions pour, je pense à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, toutes ces choses-là, de se dire mais comment on en est arrivé là, comment aujourd'hui, avec un peu plus de recul, on peut regarder ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et comment ça a pu se passer. Bref, voilà, il y a une combinaison de patrimoine, de curiosité, et puis aussi d'envie de partager, parce que quand on se raconte des histoires entre nous, soit autour d'un feu de camp, soit autour d'un verre, il y a toujours la petite étincelle dans les yeux de découvrir des nouvelles choses. Alors justement, je vais enchaîner avec une autre question. Allez, c'est reparti. Allez. Alors cette fois, c'est Laurent Turcot qui a une question à te poser. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Yes. Salut Julien, écoute, j'ai une question déterminante pour toi. Est-ce que vous avez un concours de points Goodwin? Parce qu'au nombre de vidéos sur les nazis que vous faites, je me dis soit une volonté personnelle de marquer des points Goodwin, soit encore, il y a quelque chose de caché dans votre garde-robe, puis j'aimerais bien savoir quoi. D'où vient cette passion pour la nazification? En toute gentillesse, bien sûr. Écoute, merci Laurent pour ta question. Alors, il n'y a pas grand-chose de caché dans notre garde-robe, si ce n'est des t-shirts, j'avoue. Pour les nazis, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est un conflit qui me tient à cœur. J'avais des grands-parents qui étaient passionnés d'histoire. On est dans une région, la Moselle, qui a été annexée de facto au Troisième Reich quand du coup les Allemands ont fait la conquête de la France en 1940. Et en fait, c'est un truc où aujourd'hui, tu vois, les nazis, ça fait vraiment méchant de film. Quand on parle, tellement ça a l'air improbable. Et tellement ça a l'air cruel, horrible, sadique, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça a existé, ça s'est passé. Ça a quand même mis des années à se faire. Et en fait, aujourd'hui, il y a ce côté un peu fantasmé des méchants de films qui ont tout... Presque irréel, oui. Presque voilà, il y a presque un côté certains irréel. jeunes, ouais. Et voilà, c'est vrai que ça marque des points Godwin. C'est vrai que des fois, l'algo de YouTube, il est pas fan. Mais il y a eu cette période au XXe siècle, et qui, je pense, c'est une période qui est une des plus sombres de toute l'histoire de l'humanité. Et en plus, j'ai vu que ton lycée a été une école nazie pendant l'occupation. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs... c'est fou ça, ouais. Tu fais des vidéos là-dessus, et puis tu découvres que ton lycée... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était très drôle, parce que quand j'ai découvert les photos d'archives, donc on cherchait pour illustrer un épisode d'Histoire de guerre, des photos d'archives de Metz pendant l'occupation. Et à un moment, on tombe sur des photos d'un bâtiment, et je me dis, c'est bizarre, le carrelage au sol, ça me dit quelque chose et tout. Et je dis à Florian, c'est la cantine de mon lycée. C'est quand même inquiétant, ça n'avait pas changé de déco depuis 80 balais, depuis 80 alors si, il y avait une grande fresque quand j'étais au lycée, et en fait, du coup, là, sur les photos d'archives, il y avait un énorme slogan pro Troisième Reich, donc qui, effectivement, quand j'étais au lycée, heureusement, a été enlevé. Mais par exemple, le carrelage au sol n'avait pas bougé, et tu vois, les poutres sur les côtés. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est la cantine de mon lycée. Et du coup, je retrouve mon prof d'histoire de l'époque sur Facebook. Je lui envoie un message avec la photo, donc c'est une photo avec une énorme croix gammée, un symbole,
Et je lui dis bonjour, est-ce que c'est la cantine du lycée? Et ça faisait genre des années que je lui avais pas parlé, ce qui fait, enfin, la situation devait être assez drôle pour lui. Et il me répond oui, effectivement. Donc là, on a commencé à chercher, on a découvert que effectivement, il y avait un. Alors, nouvelle question, ça c'est du copain Nico qui a la chaîne Métalleux Curieux. Salut! Je me posais une question avec Mamie Twinks. Vous aimez bien raconter des événements assez peu connus du grand public et je me posais la question de comment est-ce que vous entendez parler de ces événements-là en général et comment est-ce que vous faites vos recherches. Est-ce que, comme ce sont des événements qui sont assez peu connus, est-ce que vous galérez pas trop à trouver des sources et comment vous appréhendez un peu tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis moi je vais piquer une tête. Merci Nico. Merci Nico. Il y en a qui ont de la chance quand même. Ah ouais. Là, il est en là Corse. pour le coup. Ah voilà, ça régale. Bon, il est revenu là depuis, mais. Alors, du coup, merci beaucoup Nico pour la question. Bonne baignade. Et comment est-ce qu'on trouve les histoires et les sources? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a pas mal de bouche à oreille. Des fois, en faisant des lectures, en regardant des documentaires, on tombe sur des faits qui ont l'air un peu extravagants, qui ont l'air vraiment intéressants pour nous. En tout cas, ce qu'on aime bien dire avec Florian, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Donc c'est vraiment des personnes qui nous intriguent, des petits récits qui peuvent paraître être des anecdotes, et puis après, plus on creuse, plus on se dit ah mais en fait c'est incroyable, il y a plein de choses à raconter. Et justement, c'est comme c'est des petites anecdotes, comme tu dis, c'est comment vous faites une vidéo de 15 minutes, 20 minutes sur ça, parce que c'est quand même pas mal d'écriture derrière. Où est-ce que vous trouvez, comment vous faites, où est-ce que vous vous orientez pour vos recherches? C'est d'autant plus dur effectivement à sourcer quand c'est des choses qui sont peu connues, parce que il y a très peu de livres, il y a souvent peu de livres de chercheurs. Mais on se documente quand même sur le contexte. Des fois, il y a des livres qui sont autobiographiques. Par exemple, Hiro Onoda, donc ce japonais qui s'est rendu 29 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a continué à se battre seul dans la jungle pendant 29 ans. Une fois qu'il est rentré, il a écrit un récit autobiographique donc de ses conditions de vie dans la jungle. Donc on récupère ces sources-là qui sont des livres qui pour nous ont une très bonne valeur. Il y a des récits d'historiens pour tout ce qui est contexte, pour tout ce qui est, par exemple, guerre du Vietnam. On a fait un épisode sur la guerre du Vietnam où il y a ce prisonnier qui passe en interview à la télévision pour diffuser des messages de propagande anti-américain, donc c'est un officier américain, et il va cligner des yeux et envoyer un message codé en clignant des yeux en morse. Et donc là, il y a ce fait-là, donc qui a été enregistré à la télévision à l'époque, donc ça, on peut le raconter sans trop de problèmes, on peut le décrire sans trop de problèmes. Et puis après, il y a toutes les sources autour qui vont nous permettre de mettre du contexte. Pourquoi ce soldat américain est emprisonné au Vietnam? Pourquoi est-ce qu'il y a cette vidéo de propagande? Qu'est-ce qui a déclenché le conflit entre les États-Unis, le Nord-Vietnam? Enfin bref, on essaie de vraiment multiplier les sources. D'ailleurs, on peut les trouver en dessous des vidéos en général, on met tout en description. On a aussi la chance de parler couramment anglais et allemand. Donc, ça peut servir ce qui aide, voilà, pour la période. Ce qui aide pas mal, surtout par exemple Première Guerre mondiale, on voulait faire une histoire de guerre sur un fait Première Guerre mondiale et on est allé chercher des vieux journaux de combat de l'armée allemande, parce que c'était un truc qui se passait sur le front de l'Est, donc le front germano-russe. Et on a trouvé des sources qui montrent que en fait l'histoire n'était pas forcément très vraie, donc on a préféré ne pas la publier. Ça arrive de temps en temps. Et par contre, en termes de démonétisation, ça va ou pas? C'est parce que dès qu'il y a le mot nazi ou dès qu'il y a le mot guerre ou mort, des fois ça peut être compliqué, quoi. Non mais bien sûr, c'est vrai qu'on a eu de très très gros soucis de démonétisation pendant une période. C'est parce que YouTube a commencé à mettre des restrictions sur les contenus, notamment à cause des discours haineux, des discours qui étaient de la propagande, qui commençaient à fleurir sur YouTube. Et le robot, il fait pas la différence entre un contenu éducatif et un contenu de propagande. Donc on a un petit peu souffert, entre guillemets, de ces dommages collatéraux. Mais heureusement, YouTube était pas mal à l'écoute.
Enfin, je veux dire, nous, on a toujours pu. On a fait des vidéos, on a déjà fait quelques vidéos coup de gueule où Ouais. on était remonté et on était surtout deck parce que. Par exemple, on avait fait une vidéo, je crois que c'était en 2017, elle avait fait 200 000 vues, on était ravis et elle avait rapporté 1,40$, je crois, quelque chose comme ça. Ah, Et ça, en fait, ça fait mal au cœur parce que, enfin, tu vois, on fait pas du tout ça pour l'argent, mais on a quand même mis des heures et des heures de travail dedans. On a fait des recherches, on a pris le temps de tout Quand même, monter. quand vous êtes professionnalisé, forcément, ça fout les boules quand Ouais, même, et quand hein. tu vois 1,40$ pour 200 000 vues, bah ça fait un peu mal au cœur. Alors que Donc, t'as passé des centaines d'heures dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Et surtout que. Donc là, on avait fait une petite vidéo coup de gueule. Et YouTube est pas mal à l'écoute. Ils essayent de s'améliorer. Ils sont conscients que il y a des vidéos qui passent pas le filtre alors qu'elles devraient. Et comme à l'inverse, il y a des vidéos qui devraient être bloquées par YouTube et qui ne le sont pas aussi. Et ça, on comprend pas. Donc, Ouais. Donc il y a pas mal de travail qui est fait là-dessus. Donc nous, on continue. On est toujours ouvert à la discussion quand on a besoin, ou quand eux ont besoin d'avoir des retours, de nous demander un peu notre expérience. Bah, ça nous est déjà arrivé de leur dire ce qui allait pas, comment on le ressentait. Et donc ils sont à l'écoute là-dessus, mais effectivement c'était un peu le parcours du combattant, surtout 2017-2018. Et là ça commence, je pense qu'on fait des efforts aussi nous, donc on met moins d'images, par exemple d'images explicites. Ouais. C'est sûr que après on va pas non plus se limiter, j'ai pas envie de parler par exemple de la Shoah et Oui, si tu parles des camps et que tu montres pas des images, Voilà, mais bon, c'est un peu un exercice d'équilibriste. Mais il faut le savoir et nous, on est persuadé que même si les vidéos sont pas bien monétisées des fois, sont démonétisées, bah, c'est pas grave, on continue de les faire parce que c'est pas que ça quoi finalement. Merci les sponsors quand même. Et bah pour le coup, ouais, merci à certains sponsors qui du coup permettent de sortir ce contenu. De compenser, ouais. Qui permet de compenser, ouais. Musique, c'est l'instant retour vers le futur. Alors si là tout de suite je t'offrais la possibilité de voyager dans le temps, seulement attention, je n'ai que 3 capsules de plutonium. Ok. Quelles sont les 2 périodes que tu visiterais, ou alors les 3, mais il faudrait rester dans la dernière car on n'aurait plus de carburant pour revenir, nom de Zeus. Ouh. Alors, quelle période j'irai visiter? Je pense que je me rendrai en 1969 pour Ouais. assister au oui. décollage d'Apollo 11. D'accord. Donc la fusée Saturn V qui a emmené les premiers hommes sur la Lune. Mhm. Ça c'est obligatoire parce que voilà, je suis passionné de conquête spatiale et je pense que c'est un moment qui est absolument crucial. Et c'est une très très grosse fusée, on fera jamais d'aussi grosse fusée parce qu'à l'époque ils s'en foutaient de la pollution. Donc faut se dire que le truc cramait 13 tonnes de carburant par seconde. Pas mal. Donc faut imaginer être là et ressentir la puissance du truc. Donc première période ce serait ça, donc 1969. Donc j'y vais juste pour faire un tour, hein, parce que si la troisième, moi je reste dans le présent parce que je pense qu'on vit quand même une période magnifique. En vrai, là je te dis la période dans laquelle je reste dans le présent parce qu'on n'a jamais autant eu de moyens de communiquer, de moyens de diffuser. Non mais je te rassure, il y en a aucun aucun dans toutes les interviews qui m'a dit qu'il restait dans le passé. Non mais c'est vrai, t'imagines quelqu'un qui dit non mais moi je veux retourner au Moyen-Âge, mourir à 30 ans d'une C'est maladie ça. chelou ou qu'on sait pas soigner. Non sinon je pense que la deuxième période à laquelle je retournerai c'est juste faire un tour, juste voir, ce serait la France napoléonienne, juste pour voir un petit peu, parce qu'il y a énormément de fantasmes sur Napoléon en France, et Ok. j'irai voir, ouais, juste voir un petit peu Donc si... début 19e, début 19e. Ouais, voilà, début 19e, parce que, entre la Révolution et, toute cette période, en fait, D'accord. entre 1785 pour avoir un peu de marge, et je m'en vais en 1815, 1820. Voilà, une petite... Avec ta tête. ça vaut mieux. je la tiendrai bien attachée parce que c'est vrai qu'elle tombait comme des mouches à l'époque. Donc tu me disais que tu es passionné de tout ce qui est astronomie, histoire de la conquête spatiale, mais aussi Ouais.
j'avais entendu que tu aimais bien Churchill. T'étais passionné par le personnage Churchill. Pourquoi? Ouais, c'est un personnage qui m'a pas mal amené sur on va dire ma passion de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, si tu veux, j'ai même un petit buste sur mon bureau, regarde. Donc c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, j'ai vraiment un petit buste de Churchill sur mon bureau. Pour moi, c'est un personnage c'est un des plus grands personnages du XXe siècle et en fait, il était un peu seul contre tous à cette époque-là. Je m'explique, on est en 1939, le monde est 100% pacifiste par rapport à... Enfin, on a le souvenir de cette première guerre mondiale, il y a énormément de pacifisme, les gens veulent pas retourner en guerre, que ce soit du côté de la France, soit du côté des Britanniques. Il y en a un seul qui est qui depuis 1934 écrit des articles pour dire il faut se méfier d'Adolf Hitler. Il est vraiment c'est un peu le vieux fou. À cette époque-là, on se dit ouais mais Churchill, surtout qu'il a eu des échecs politiques avant, donc il est mort politiquement. Et c'est un peu le seul qui est là, Et puis quand il était ministre de la guerre, c'était pas non plus non, clairement, il a eu vraiment des échecs politiques à l'époque. Il était dans une traversée du désert. Et à ce moment-là. Et arrive 1939, arrive la déclaration de guerre. Et il y a Winston Churchill qui arrive les défaites successives, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, en 1940, c'est un peu la débâcle totale. La France qui se fait malheureusement écraser en un mois, les Britanniques qui sont obligés de rembarquer vers leur île en laissant tout leur matériel sur place, donc c'est un vrai désastre. La bataille d'Angleterre qui commence à s'amorcer, Winston Churchill qui est mis aux commandes, alors qu'à l'époque, personne ne l'aurait présupposé comme Premier ministre. Et il est un peu seul contre tous, parce que même au Royaume-Uni, ils sont tous en mode... Hitler fait des appels du pied pour faire la paix, parce que lui, ce qu'il a envoyé plusieurs ambassadeurs, pour demander la paix. Bien sûr. Et t'as plein de Britanniques et de responsables politiques britanniques qui veulent faire la paix avec Adolf Hitler, et t'as Winston Churchill qui est là, qui reste un peu seul contre tous, et qui finalement arrive à retourner les esprits, à galvaniser les Britanniques autour de ses valeurs, et qui finalement permet, entre guillemets, c'est évidemment pas lui tout seul, mais je te le dis comme ça, tu vois, qui permet à l'Angleterre d'avoir ce statut elle s'est quand même battue toute seule, jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique et jusqu'à l'arrivée des États-Unis en guerre. Elle s'est quand même battue toute seule contre les Allemands qui avaient pris le contrôle de presque toute l'Europe continentale. Donc c'était et Winston Churchill était là. Je pense qu'il a eu vraiment des mots qui ont défini le XXe siècle. Tu vois, genre quand Chamberlain retourne après les accords de Munich, il a laissé Hitler envahir une partie de la Tchécoslovaquie, et il est en mode oui, regardez, j'ai sauvé la paix. Et Churchill qui lui dit, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Ouais. Pour moi, c'est des phrases qui résonnent aujourd'hui. Et puis le personnage aussi, lui-même, il est génial en termes de second degré, britannique aussi. Il y a beaucoup beaucoup d'humour et même sur lui-même, il se foutait souvent de sa propre tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de recul sur ces personnages. Je sais qu'il y a des controverses et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai ce côté, je suis assez admiratif de ça. Je suis pas amoureux du personnage, évidemment, mais je pense que c'est une figure, c'est une des plus grandes figures du XXe siècle. C'est lui qui a parlé du rideau de fer la première fois dans un de ses discours, où il dit un rideau de fer s'abaisse sur l'Europe. Sur l'Europe. Il n'était plus Premier ministre à l'époque. Ouais. Non, il n'était plus Premier ministre, mais il disait quand même, il a quand même eu des mots qui ont perduré. Ouais. Et puis au-delà de ça, ses mémoires de guerre qui sont incroyables à lire. Et d'ailleurs, il a eu un prix Nobel de littérature pour ça. Ouais. Il n'a pas eu le prix Nobel de la paix, mais il a eu un prix Nobel de littérature. Vous vous êtes mis aux explorations parce que vous avez dit il y en a marre de l'ordinateur, quoi. Les geeks ont besoin de bronzer, de sortir, de prendre l'air. Alors pas vraiment, parce que on sortait déjà pas mal avant, en vrai. Même si on joue aussi beaucoup à l'ordinateur, mais on sortait pas mal, et les explorations nocturnes, en fait, on en faisait avant de faire les vidéos. C'est-à-dire ça, tu nous l'as dit tout à l'heure. Dans ces lieux abandonnés. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est juste qu'on a pris une caméra, on l'a fait en vidéo,
Et comme je te disais, ça devait être un hors-série au début. Et comme les gens ont apprécié, ben, nous, ça nous a fait plaisir de leur montrer de nouveaux lieux qu'on avait explorés ou qu'on n'avait pas encore explorés. Ça nous permettait d'en découvrir de nouveaux. Donc pourquoi pas. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé entre guillemets. On a eu le drone, on a pu faire des beaux plans drone des lieux. Et ça a pas mal évolué depuis cette base qui était juste Florian avec une caméra déportée qui va explorer un lieu qui fait peur et qui raconte l'histoire de ce lieu qui fait peur. Et quelle est la pire, mais vraiment la pire des explorations que vous ayez faites? Est-ce que vous avez eu des blessés? Voilà. Alors il y en aura... Je pourrais pas t'en donner une en particulier, mais il y a eu plusieurs fois où on a eu des menaces, on a eu des gens, alors soit des gens qui se réclamaient propriétaires des lieux, qui étaient, voulaient, enfin, tu vois, intenter des actions en justice, enfin des trucs, c'était super fumeux, mais c'était juste pour mettre des gros coups de presse, des grosses menaces, soit des gens qui s'étaient entre guillemets approprié le lieu et du coup qui nous envoyaient des menaces de mort parce qu'on avait entre guillemets rendu public le lieu, alors que évidemment, vous dites jamais dans le placement à chaque fois. Bonjour, je suis ici au 34 rue machin, cette maison-là elle est abandonnée, c'est super, n'y allez pas. Non, au contraire, on essaie d'être super respectueux des lieux parce qu'on sait que quand tu fais une vidéo qui va avoir des vues, il y a des gens qui vont malheureusement venir pour tout casser. C'est déjà arrivé, d'ailleurs ça fait super mal au cœur de voir un lieu un an après qui est c'était un château là, que vous aviez visité donc, après avait été un petit peu... Ouais, ça fait vraiment mal au cœur. Et du coup, les mauvaises expériences, c'est surtout ça, de découvrir un lieu qui est saccagé a posteriori, ou alors de recevoir des... Voilà, on s'est pris des menaces de mort. Et le dernier, bon, c'est pas vraiment une horrible expérience, mais la marine qui a bloqué une de nos vidéos parce que François et Florian étaient partis explorer des navires de guerre qui étaient parti pour se faire démanteler, donc ils mouillaient dans un méandre en attendant d'être transportés là où ils devaient être démontés, et on a eu la bonne idée d'aller les explorer. Ça n'a pas plu à l'armée, à la marine qui nous a fait un petit coup de fil où on a fait assez profil bas, je pense. Et à l'inverse, ton plus gros kiff d'exploration? Gros kiff d'exploration, c'était... alors il y en a plusieurs, c'est pas des explorations enfin si c'est... Alors, la première c'est le Mont Chaberton, donc c'est ce fort de guerre qui est perché à 3800 mètres d'altitude, qui est construit dans les Alpes à la frontière entre la France et l'Italie, qui a été construit au début du XXe siècle par les Italiens, et qui aujourd'hui trône toujours là, donc il y a toujours des tours comme ça qui sont alignées, le haut de la montagne a été arasé. Et pour y aller, il faut faire une rando assez sportive, et on l'a fait, c'était vraiment super. On a dormi au sommet, et ce qui fait trop plaisir, ça c'est vraiment un truc qu'on adore, c'est quand il y a des abonnés qui font cette randonnée là aussi, qui nous envoient une petite photo, genre ouais, regardez, par exemple, j'ai eu un ado il y a pas si longtemps qui m'a envoyé une photo, il dit regardez, j'ai fait ça avec mon père, c'était trop cool, merci. Ça c'est vraiment des super moments. Et en termes d'exploration, je pense qu'il y a deux moments clés que moi j'ai vraiment adoré, c'était le château de Versailles. Ah oui. Parce qu'on a pu explorer le château rien qu'à vous, ça c'est génial. Pouvoir se retrouver tout seul dans le château de Versailles, la galerie des glaces au tomber du soleil, la salle avec tous les portraits, les grandes batailles, ça résonne d'une aura différente quand il va le soir, et franchement tu te sens vraiment très petit face à l'histoire du lieu dans lequel t'es. Et le dernier bon souvenir, vraiment super souvenir, c'était quand on a tourné avec Stéphane Bern. Ça fait on a quand même réussi à emmener Stéphane Bern en exploration, et ça c'était quand même très cool. Il s'est bien prêté au jeu, il a passé je pense un bon tournage, et puis c'était le château de Madame de Maintenon, c'est ça? C'est ça, le château de Madame de Maintenon, donc ça collait pas mal avec sa thématique qui est plutôt ancien régime, roi de France. Et nous, ça nous permettait de réaliser c'est un petit rêve, parce que Stéphane Bern quand même, c'est bon, ça fait cliché, mais ouais, moi j'aime bien. Puis il a l'air très sympa. Et il est extrêmement sympa, il est très honnête. Enfin, tu vois, il y a pas de double jeu, genre il a une culture historique qui est vraiment super poussée. On a coupé plein de moments de la vidéo où pendant il s'arrête pas. Il est en extase devant un morceau de fauteuil parce que c'est un cuir gravé de telle époque.
et il te dit oui, ça vient des manufactures de trucs, ça a été fait entre telle année. Ok, Merci. d'accord, c'est de quoi il parle, quoi. C'est la consécration, hein, Ça, Stéphane c'était Bern. vraiment Ouais, bah, Et bah, puis, pour nous, ouais, puis bon. Plus belle la vie a cité la chaîne Mamie Twink. Là aussi, c'est la consécration ultime. Ah bah là, incroyable. Entre Plus belle la vie et LCI. C'est génial. Non, bah ça fait toujours plaisir, évidemment, ça. Et là, un truc, puisque maintenant vous êtes suivi par 1,5 million, c'est énorme. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on t'a reconnu dans la rue là? La toute première, ça devait être un truc, genre un mec qui me croise qui fait « Ah, c'est toi le pote à Mamie Twink ?» Voilà, c'était la première fois. Voilà, c'est ça. Et ouais, et du coup, bah ouais, c'est non, c'était rigolo. En général, ça se passe Ça va, y a super pas de bien souci. avec les abonnés. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais plutôt calé en astronomie et en histoire de la conquête spatiale, puisque tu aimerais bien aller au moment où l'homme a posé le pied sur la Lune. Donc, j'ai préparé un petit truc pour toi. Ah, voilà. C'est beau. Les fiches adaptées. Alors, super. Alors, on va voir. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Hein. C'est pas le but. Ok, bah, tu me diras parce que j'espère surtout ne pas me ridiculiser. Parce que... Alors, on va commencer facile. Est-ce que tu peux nous dire qui est Wernher von Braun? Oui, forcément. Oui, je peux te dire qui c'est. J'ai même fait une vidéo sur lui. Wernher von Braun, c'est un ingénieur qui est un des pères des fusées, qui est surtout le concepteur de la Saturn V, qui est la fusée qui a emmené l'homme sur la Lune. Et c'est aussi le concepteur de la V2, donc qui est une fusée, la première fusée balistique de l'histoire, qui était une arme allemande de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait des dégâts, qui a été lancée sur Londres, etc. Il a été récupéré par les US après la Seconde Guerre mondiale, et il a travaillé sur le programme de fusée américain jusqu'à être... de toute façon, tous les pays ont fait pareil. La France aussi avait récupéré ses Allemands, enfin ses nazis, parce qu'ils étaient tous partis. Les Russes ont fait pareil. Enfin, bon, et lui, il était. Ouais, et c'était vraiment, je pense c'était un génie de l'ingénierie. C'est vraiment, je pense, quelqu'un qui a marqué le siècle, parce que la conquête spatiale a été à plusieurs moments marquée par son empreinte. C'est-à-dire le V2, première fusée. Et du coup, tout ce qui en découle, première photo prise de la Terre depuis l'espace, c'était sur un V2. Et voilà, l'homme sur la Lune. Et von Braun voulait aussi aller sur Mars. Malheureusement, la NASA n'était pas du même avis, parce qu'une fois qu'on avait mis le pied sur la Lune, le grand public s'en foutait un peu. Donc ils ont dit, ouais, moi, ça coûte trop cher, on arrête. Ah. Et maintenant, tu mises tout sur Donald Trump. Oh mon Dieu. Non, mais c'est compliqué. Non, mais en ce moment, en vrai, pour la conquête spatiale, il y a énormément de choses qui sont en train de se jouer. Donc, c'est assez passionnant. Il y a des nouveaux pays qui se mettent dans la course. Il y a la Chine qui commence à lancer, qui a lancé d'ailleurs, je crois, hier, une sonde en direction de Mars. Enfin, bref. Alors, on poursuit. On reste toujours dans les questions, je pense, faciles pour toi. Quand fut lancé Sputnik? En 53, en 55 ou en 57? 1957. Très bien, le 4 octobre 57. C'est ça. Quel est le premier cobaye, justement, à être envoyé dans l'espace? Est-ce que c'est un cobaye? Est-ce que c'est un chien? Ou est-ce que c'est un chat? Alors, je pense que c'est Laika. Ouais, c'est un chien. Et c'est les soviétiques qui l'ont envoyé dans le Sputnik numéro 2, dans Sputnik 2. C'est ça. Ils n'ont pas perdu de temps, parce qu'ils l'ont envoyé en novembre 57. Quoi. Le premier Sputnik, c'était en octobre, ils ont envoyé en novembre Laika. Bah, une fois qu'ils savaient lancer une boule en métal avec 4 antennes, ils se sont dit, ouais, à l'intérieur de la boule, on met un chien. Et puis, qui n'a pas fait, donc la pauvre. Non, malheureusement, j'aurais pas à mettre dans la capsule. Ouais. Comment s'appellent des hommes dans l'espace pour les Russes? Des cosmonautes. Pour les Américains. Des astronautes. Ouais, et pour les Européens. Attends. Cosmonautes.
Spationautes, ouais. Les Chinois? Et pour les Chinois, allez, je rajoute. Des taïkonautes. Alors là, ça va être pire. Les Indiens? Alors là je sèche. Là, je sais. Ça s'appelle. Les Viomanotes. Ok, écoute, je découvre ce Ça mot, vient je du savais pas. sanskrit, de l'indienne, du sanskrit Vyoman qui signifie ciel. Ok. Voilà. Écoute, On est là merci pour s'amuser, mais pour s'instruire aussi. Non, mais j'avoue que je connaissais pas du tout ce mot, je l'ai jamais lu ou entendu. Donc, Ouais, parce qu'ici, ils sont mis aussi à la conquête spatiale, les Indiens. effectivement, ils sont ambitieux. Alors, Gagarine dans l'espace. 12 avril 61, 13 mai 60 ou le 11 avril 63? 61. 61, ouais. 61. D'ailleurs, c'est fou. Le premier vol, c'est dingue, quoi. Il a failli mourir 50 fois. Ouais, c'était. C'est vraiment l'homme le plus chanceux à l'époque, hein, parce qu'après, il est mort d'un accident d'avion, mais là, c'est. Ouais, il est mort, malheureusement, il est mort Ouais. bêtement. Mais c'est un pionnier parce que j'avoue que fallait avoir envie de s'asseoir au sommet de cette fusée parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, encore aujourd'hui, hein, une fusée c'est un tube avec de l'essence dedans. Quand ça s'allume, ça part. Et là, à l'époque, c'était je sais pas combien de pourcents, mais il y a moyen que ce soit 20% de chance c'est d'y ça. rester ou 50%. Enfin, Il a failli mourir, ouais, parce que je crois qu'il y avait des problèmes de parachute. À l'époque, il s'est éjecté de la capsule. C'est pas la capsule qui avait les parachutes, il s'est éjecté de la capsule. Il y a le parachute de secours qui a eu un petit peu de mal. Enfin, bon, puis après, il a eu du mal à défaire sa combinaison, je crois. Il y a un problème d'oxygène. Il a failli mourir étouffé sur Terre. alors ça, faudrait que. C'est hallucinant. Et il est resté. C'était assez rudimentaire. Il est resté 108 minutes dans l'espace. Ouais. Et d'ailleurs, lui, il est vraiment allé dans l'espace. Enfin, il était vraiment en vol Ouais. orbital, alors que le premier américain, si je me trompe pas, c'était Shepard. Lui, il était en dessous, donc il était suborbital. D'accord. Voilà pour la petite histoire. Et d'ailleurs, les Soviets qui ont fait pas mal de premières fois dans la conquête spatiale. Alors, quels sont les premiers mots? Alors, je sais pas si c'est un peu compliqué. Mais bon, allez, Vas-y, dis-moi, quels sont les premiers mots que Gagarine dit à une paysanne qui le retrouve, puisqu'il n'avait pas atterri sur le bon lieu. Je crois qu'il était à, je sais pas, une centaine de kilomètres de là où il devait atterrir en Russie. Alors, il y a 3 propositions. Ok. Où se trouve le bar le plus proche? Brave femme. Je suis soviétique et je reviens de l'espace. Ou E.T. téléphone maison. Je dirais la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Ça, heureusement parce que les deux Ouais. autres étaient légèrement improbables. Quoi que Je t'avoue que si ça avait l'histoire été du bar, ça peut être plausible en Russie. quoi, c'est- C'est vrai. J'allais dire si c'était moi qui étais sorti de la capsule, j'aurais peut-être dit ça. Le 20 juillet 69, donc les Américains arrivent sur la Lune. Ils sont 3. Il y a Edwin Aldrin, il y a Neil Armstrong et qui c'est le troisième gars? Michael Collins. Personne ne s'en rappelle, lui, le pauvre. Ben, c'est parce qu'en fait il Et était pas ouais. là. Enfin, Il est tourné et regardez les il copains. était dans la Ouais. capsule. Et voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il cherchait les copains, mais je sais même pas s'il les a trouvés. Et d'ailleurs, lui, quand il était derrière la Lune, donc, il avait de contact avec personne. Je pense que ça devait être l'homme le plus ouais, là, solitaire c'est de l'histoire de Le l'humanité. plus isolé au monde. Il était seul derrière la Lune. Et je pense que c'était la personne la plus éloignée de tout le reste du Là, monde. souvent, je dis à mes élèves, vous imaginez, à 69, les Américains marchent sur la Lune et nous, on roule en 2 chevaux en France. Quoi, c'est des trucs. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est des trucs. Ben, on avait aussi un programme de fusée. Ouais, hein. ouais. D'ailleurs, maintenant, on a les A, mais on On aussi avait pas quand de même. fusée, on avait des fusées Les Véronique, ouais. Ça s'appelait Véronique. Véronique, bête. Ça s'invente Ça pas. s'invente hein. pas. C'est bien français, là. Ah, qui est Félicette? Félicette, c'est le premier chat qui est dans l'espace envoyé par les C'est Français. ça. sur une Justement, Véronique, sur une je crois, Véronique, d'ailleurs. ouais. Ça s'invente pas, vraiment là. Bien, bah, ça, je savais pas du tout. C'est juste en préparant le quiz, je savais même pas qu'on avait envoyé un chat dans Si, l'espace. si, nous aussi, on a nos premières fois dans l'espace. Ah, c'était en octobre 63. Et elle a survécu, elle est revenue.
et ils l'ont euthanasié simplement pour récupérer les électrodes qu'il avait mis dans son cerveau. La pauvre bête. Ouais, c'était une autre Ouais, époque. ouais. Hein. Alors celle-là, elle est facile. Le premier Français dans l'espace. Le premier Français dans l'espace. Ah, je me souviens plus. Attends, je l'ai au bout de la langue. T'as pas des propositions? Si, mais ça va être facile. Est-ce que c'est Vas-y. Jean-Philippe Smet, Jean-Bernard Chrétien ou Jean-Loup Chrétien? Ah, C'est Jean-Loup Chrétien. Ouais. C'est bien. Ah, fallait pas que je me trompe sur Quand celle-là même. parce que les Américains, on en parle tout le temps, mais on a fait nos premières fois aussi en France. Et moi, je me rappelle, Après, j'étais petit, j'étais à l'école, et oui, parce que je suis vieux. Hein. J'étais à l'école et on suivait ça en direct. On avait même reçu dans les écoles des cartes postales dédicacées par Jean-Loup Chrétien. Ça faisait la pub de la conquête spatiale Génial. européenne. Ouais. Bah, c'est vrai que. Donc j'ai une photo c'était dédicacée quand même un quelque sacré part premier qui pas. traîne de Jean-Loup Chrétien. C'est génial. Ça. Toute agence spatiale confondue, combien de missions Objectif Mars sont en route? Ouh, voilà. Il y en a Oh là là. 20, 50 ou 100. Toute agence confondue. Hein. Bah en fait, ouais, maintenant il y a les agences japonaises, il y a les agences chinoises, indiennes. Enfin, en Asie, ils ont aussi. Des Et tout le monde agences veut aller sur spatiales, Mars. c'est super. Mais tout le monde est super ambitieux sur Mars, ouais, c'est vrai. Les US, bah, il y a les missions de la NASA, Ouais. il y a aussi SpaceX qui aimerait bien aller sur Mars. Alors, je sais pas si ça compte parce que c'est pas une agence spatiale, mais de là à dire 50, ça fait quand même beaucoup. Allez, je dirais 20. Non, je te faisais oui. Oh non, c'est C'est 50. Il y a 50 missions martiennes. mais ça 50, n'a- ouais. Ah, entre- c'est n'importe T'imagines le bordel que ça va être? Bah ouais, mais surtout que sur les 50, il y en a peut-être 2 qui vont voir le jour. C'est ça. Bon, voilà, on a fait le tour. La prochaine fois, je te fais un questionnaire sur Churchill. Tu peux aussi. Ah, ça va en vrai, mais c'est vrai qu'il y avait quelques questions. Ah un oui, peu non, mais là, pointues, c'est- donc, Mais comme j'y connais pas grand chose, alors j'ai cherché des trucs au pifou. Alors après, je sais pas si c'est facile ou pas pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. je sais pas. On verra si les passionnés d'espace m'insultent dans les commentaires. Voilà, c'est ça. Ben voilà, ben je te remercie d'avoir joué le jeu déjà sur ce jeu. Est-ce que on s'achemine là sur la fin de l'émission? Est-ce que tu aurais un conseil culturel à nous faire? Peu importe, livre, série télé, film. Bah alors on va rester sur de l'historique parce que j'ai 2 trucs que j'aimerais bien partager qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc le premier c'est le documentaire Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a toute une série, mais voilà, Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale, c'est histoire de guerre, donc c'est des images d'archives colorisées, Sonorisé. remasterisées, sonorisées, c'est vraiment un travail incroyable, avec une voix off derrière, donc on est plongé dans l'horreur de la guerre du début à la fin, et c'est passionnant parce que justement il y a ce moment où tu vois le narrateur va aller prendre des petites histoires, genre la petite fille britannique qui voit les bombes tomber sur Londres, ce genre de choses. Et donc c'est super bien écrit, c'est super bien fait, c'est très immersif. Il y a 5 épisodes sur la Seconde Guerre mondiale et franchement c'est pour moi c'est un des meilleurs documentaires historiques parce que on évite, tu sais, tous les retours face cam Ouais. avec tel historien, telle personne qui te dit ah, à ce moment-là il s'est passé ça. Là on te montre ce qui s'est T'es passé. dedans il y a du des début jusqu'à la images, fin. Enfin, il est vraiment marquant comme documentaire. Et ensuite, c'est le livre Les Rois Maudits. Donc, c'est un livre en 7 tomes qui a beaucoup inspiré l'auteur de Game of Thrones. Donc voilà, maintenant Game of Thrones, tout le monde connaît et à part la dernière saison, tout le monde Ouais. adore. Et donc voilà, c'est un livre en 7 tomes qui est un roman historique. Donc les personnages sont des personnages historiques de l'histoire de France. Romancé. Ça commence romancé, bien sûr, sur des bases historiques, mais romancé. Et d'ailleurs, très très bien romancé parce que c'est écrit par Maurice Ouais. Druon, qui était un membre de l'Académie française. Donc c'est vraiment un livre en français et c'est écrit avec une justesse. Enfin, c'est un vrai plaisir à lire. Et il y a des personnages tout aussi dingues que dans Game of Thrones. Il y a les rois fous, il y a le chef Ah mais des c'est Templiers qui, c'est même sur son pire. Hein. bûcher, va aller Ils sont même maudire, pires. Ils sont encore plus tracassés que.
que dans Game of Ah Thrones. bah de toute façon, La réalité dans est pire j'ai envie de dire, que la fiction. voilà, j'ai envie de dire la royauté. Si tu veux des personnages Et fracassés, il s'est aussi inspiré de la guerre des deux roses aussi en Angleterre. Donc il a fait un mix de tout ça, ça donne pas Ouais. mal. Et si tu veux des tracassés, il faut regarder du côté mérovingien et carolingien. C'est assez pas mal. Ouais. Les premiers rois de France. Ouais, Ouais. j'imagine que ça devait pas Ok, déconner à donc cette les époque-là. deux. Ça- Une vidéo, donc histoire de guerre, Apocalypse et les rois maudits. C'est ça. Merci Julien d'avoir accepté T'inquiète, c'est là. mon invitation. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir pour cette heure avec moi. C'était vraiment beaucoup. très agréable. Merci à Nounou de Musique Antique, à Robin de L'Histoire trouve toujours un chemin, à Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et à Nico de Métalleux Curieux qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve bientôt. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et d'ici là, restez curieux. Bye bye. Thank you.